On va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue à ce webinaire chez TU Ingénierie. Donc, le thème de ce webinaire, c'est caractérisation dynamique d'un acier rectiligne élastique et calibration d'un modèle de comportement adapté. Donc, ce modèle va vous être présenté par Jérôme Mespoulet, qui a un doctorat en sciences des matériaux, et moi-même, qui suis responsable du pôle comportement dynamique des matériaux chez TU Ingénierie. Juste une précision par rapport à l'organisation. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc, si vous voulez qu'elles soient prises en compte dans les réponses à l'issue de ce webinaire, il faut bien penser à côté de votre message que vous allez taper. Et avant de l'envoyer, cliquez sur la petite bulle avec le point d'interrogation. Comme ça, on pourra les faire, nous, apparaître lors de l'échange questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà. Donc, sur le plan de la présentation, donc on va vous faire une petite introduction. On va parler très rapidement de TU Ingénierie. Jérôme, ensuite, va vous présenter, essayer de vous contextualiser un peu le sujet en vous présentant un peu les différentes menaces qu'il peut y avoir dans le monde de la défense et avec un focus un peu particulier sur les aciers à haute limite élastique. Je vous présenterai ensuite le coupage essai simulation qu'on a l'habitude de faire chez TU Ingénierie avec un focus sur la stratégie d'étude via une approche qu'on appelle modulaire, la BBA, le Building Block Approach. Et Jérôme ensuite déroulera cette BBA dans un exemple de caractérisation d'un matériau HSS pour lequel on a fait toute une campagne de l'essai de caractérisation jusqu'à la calibration d'un modèle de comportement et des essais de validation finale. Et enfin, on terminera par une petite conclusion. Alors, TU Ingénierie, rapidement, on est situé dans le Lot, donc dans le sud-ouest de la France. On est 100% privé. On a un effectif qui évolue entre 35 et 40 personnes depuis 2 ans à peu près. On a un peu plus de 30 ans d'expertise dans tout ce qui est phénomène dynamique. L'entreprise a été créée en 1988. Donc on entend par phénomène dynamique tout ce qui est lié aux impacts, aux explosions, aux très fortes accélérations. On a 4 domaines d'application. Donc notre domaine de prédilection, c'est quand même plutôt la défense, qui représente une grosse part de notre activité. On a bien sûr du chiffre d'affaires quand même dans l'aéronautique, le spatial pour tout ce qui est notamment lié aux impacts de débris spatiaux, donc les impacts hypervéloces à des vitesses jusqu'à 10 km par seconde. On est capable de reproduire ce type de phénomène dans notre laboratoire, mais également des activités un petit peu plus récentes liées au risque industriel et à la sécurité civile. Et du coup, sur les secteurs d'activité, on a un premier secteur qui est celui historique de l'entreprise, sur lequel on travaille depuis 34 ans maintenant, qui est la conception et la fabrication de machines spéciales qui sont plutôt dédiées à la caractérisation dynamique. Donc, ça peut être des lanceurs de laboratoire, des enceintes de confinement pour étudier les explosifs, des machines très haute pression, etc. Et depuis une quinzaine d'années, on a ouvert notre propre laboratoire de physique des chocs dans lequel on réalise soit de la prestation d'essais d'impact, soit de la caractérisation, soit des expertises complètes de matériaux pour des applications dynamiques. Voilà. Je vais passer la main à Jérôme qui va vous parler des menaces plutôt associées à la défense, afin de contextualiser un peu l'étude qu'on va vous présenter. Donc, dans le cadre de l'étude, on va vous présenter une étude qui va être quand même recentrée sur l'application de véhicules blindés légers. Néanmoins, si on classe en termes d'énergie, vitesse, en menaces croissantes dans le secteur de la défense, alors les menaces, c'est soit de l'accélération, soit de l'impact, soit du souffle. On va prendre ces trois types de menaces. Il y en a d'autres, mais c'est les trois qu'on traite chez nous. Alors, ce qui est, on va dire, le plus bas en énergie et en vitesse, ça va être tout ce qui est lié aux soldats, aux combattants. Par exemple, un gilet pare-balles avec une illustration en bas des limites de tenue d'une céramique sur une configuration dédiée. Hein. On a fait ce type de présentation à certains symposiums. On l'a évoqué au webinaire précédent. Ensuite,
Si on monte en termes d'agression, on va avoir tout ce qui est aéronautique, missile et spatial. Là, on monte en termes de vitesse. En termes de masse, on est à peu près dans le même ordre de grandeur, voire un peu moins, mais globalement, on a un peu plus d'énergie quand même à traiter. Donc, on a un exemple sur un impact de multifragments, mais multi, c'est des dizaines de fragments qui vont être impactés sur une structure, et l'objectif, c'est de voir si la structure résiste à un nuage de fragments. Ensuite, la gamme au-dessus, c'est les véhicules blindés légers. Alors, on ne va pas traiter les véhicules lourds. Néanmoins, là, on est dans une gamme balistique on va commencer à quelques centaines de mètres. On peut aller jusqu'à 1500-2000 mètres sur l'impact classique, on va dire. Et là, on est monté en gamme. On monte un peu en masse, on monte un peu en vitesse. Et c'est là où vont intervenir, entre autres, les aciers haute limite élastique et donc qui sont l'objet de ce webinaire. Jusqu'à présent, on reste toujours dans le conventionnel. En termes d'énergie, après plus haut, ben, c'est tout ce qui agressait les bâtiments et infrastructures. On a l'exemple de murs en béton armés pour protéger des bâtiments, par exemple. Et en bas, vous avez le pendant d'une étude qu'on a menée pour la tenue de béton. On a fait études, simulations et essais pour recaler un modèle de comportement de béton. Et là, en termes de menaces, on parle plutôt de vitesse par rapport à la défense. Il y a quand même, ça devient grand public, donc ça veut dire que ça fait un petit moment que ça traîne dans le milieu professionnel, en fait, dans le milieu de la défense. C'est en illustration avec les planeurs hyper véloces, qui peuvent être chargés en charge conventionnelle, mais surtout au moment, il faut se poser la question, déjà comment on les fait pour ceux qui les font, et comment on peut arrêter ou au moins perturber ce type de planeur ou les missiles hyper véloces. Voilà. Donc là, c'est en ordre de grandeur, croissant des énergies, et on va se refocaliser sur les véhicules blindés légers pour traiter ces aciers à haute limite élastique, ou HSS en anglais. Si on revient sur le VBL, on va dire qu'il y a des types d'agressions, si on regarde l'impact en munitions conventionnelles ou tout ce qui est édifices pyrotechniques improvisés ou les IED. Sur les pare-brises, il peut y avoir du souffle, mais aussi il peut y avoir ou les vitres latérales, des impacts de fragments ou de munitions. On était amené à étudier un peu des matériaux, voir comment on pouvait aborder cette partie-là. Tout ce qui est en latéral, peut y avoir du souffle, mais aussi l'impact mono ou multifragments. Donc par des charges des têtes militaires générateurs de fragments pour agresser tout l'extérieur du véhicule, mais ça peut être aussi sur des explosifs improvisés. Et ensuite, dans le cas d'une charge sous véhicule, à gauche, c'était un humeur classique, à droite, un véhicule blindé, léger, donc 3 kg d'explosifs sur chaque véhicule. À gauche, le humeur, pas fait du tout pour, donc il ne reste pas grand-chose du véhicule et je laisse imaginer le reste. Par contre, pour ce qui est la vidéo de droite, pour l'exemple d'un VBL avec la même charge, déjà on voit que structurellement, ça n'a pas trop bougé, et en plus le véhicule peut repartir. Donc là, c'est vraiment étudié, ces véhicules sont vraiment étudiés pour résister à un certain type d'agression en véhicule sous plancher. Et en termes de vitesse de déformation pour ces véhicules, si on prend la vitesse entre 10 et 10 puissance 5 par seconde, on peut classer les types d'agression. Bon, en termes d'accélération, si on prend le cas des soldats qui est à l'intérieur, on va être assez bas en vitesse de déformation, parce qu'au-delà, l'humain n'est pas fait pour résister. Ensuite, tout ce qui est souffle, on est autour de 10 puissance 3. Et après, tout ce qui est impact, on va commencer à partir de 10,3, 10,4 et jusqu'à 10,5 en fonction des vitesses. Donc là, une grande latitude en termes de vitesse de déformation. Mais pour que ces véhicules résistent, à un moment donné, il y a le terme source pour résister au départ et en termes de structure. Et on est amené à utiliser des aciers à haute limite élastique, ou des HSS, qui font partie de ces matériaux de structure et de protection. Par rapport à l'impact, une chose importante à retenir, c'est qu'en fait, en fonction des conditions d'impact, le type d'acier et le comportement de l'impacteur et de la cible, on peut avoir des phénomènes qui sont complètement différents. À gauche, donc vous avez le schéma très simplifié de 6 types d'agressions, de 6 comportements différents. Les 3 de gauche sont dans le cas d'un matériau qui a très peu d'allongement, peu d'utilité, et à droite, ceux qui ont beaucoup d'utilité.
Et en fonction des conditions d'impact, donc par exemple de faible utilité, on peut avoir l'arrachement d'une écaille à l'arrière, ou alors on peut avoir du cisaillement sur le cas du milieu, ou alors une fragmentation totale. Et dans le cas d'un matériau qui est très ductile, on peut avoir soit des lèvres qui reviennent du côté impacteur, une perforation avec des lèvres à l'extérieur, ou alors quasiment pas de lèvres générées et un écoulement assez facile, on va dire, du pénétrateur, même s'il est ralenti, mais on n'a pas trop joué sur l'impacteur. Donc là, en fonction des conditions d'impact, des conditions du matériau, des conditions de chargement de contraintes, on va parler de triaxialité tout à l'heure, on peut avoir des comportements complètement différents. Donc, en fonction de ce qui va agresser le matériau qu'on doit étudier, ou la structure avec le matériau sélectionné, on va être amené à étudier ces différentes configurations d'impact et exacerber ce comportement pour pouvoir bien après le reproduire en numérique et l'anticiper. Un exemple concret sur des pénétrateurs cinétiques, même masse, 3 configurations de nez, un nez cylindrique profil plat, un nez hémisphérique et un nez conique, 3 conditions de perforation différentes, 3 types de faciès de perforation différentes. Le premier cas, sur un nez plat, on va avoir un cisaillement vraiment d'un bouchon. Hein. Donc là, c'est le cas, ce qu'on voyait à gauche en termes de cas simplifiés, c'est le cas faible d'utilité et avec plugging, donc vraiment avec un bouchon qui est éjecté, mais la matière rompue par cisaillement, on va dire quasi pure. Ensuite, dans le cas d'une hémisphère, on va être plus sur un chargement de type biaxial, on va le déformer. Et là, donc on va arracher une espèce de bouchon, mais néanmoins, on a bien étiré la matière suivant la forme hémisphérique. Et dans le cas du pointe, on va faire vraiment des lèvres et ça va s'ouvrir donc en corolle comme ça. Donc là, on voit qu'en fonction des conditions de triaxialité, donc là, générées par l'impact, on va avoir des comportements d'endommagement différents, de rupture. Donc du coup, il faut qualifier le matériau dans ces comportements-là pour bien reproduire son pouvoir d'arrêt de ces pénétrateurs et dans ces configurations-là. Après, si on va plus haut, si la vitesse augmente, donc par exemple dans le cas des régimes hyper-vitesse, mais parfois aussi en balistique avec certains matériaux qui ont très peu d'utilité, on peut être amené à générer ce qu'on appelle un départ d'écaille à l'arrière. La vitesse augmentant, on a un cas d'un impact hyper-vitesse. Vous avez une plaque ici. Au milieu, vous voyez une sphère, ça correspond à la sphère qui a tapé cette plaque à un régime hyper-vitesse. Alors, on parle de plusieurs kilomètres par seconde. Et les contraintes qui ont généré, donc on voit ce cratère qui est formé, mais surtout les contraintes qui ont été générées dans la matière ont généré cette écaille qui est, on voit, en partie inférieure de la cible, donc qui est à l'arrière de la cible. Et là, il y a eu juste, on va dire, une petite écaille générée, mais qui ne s'est pas détachée. Mais en fonction des conditions, cette écaille se peut détacher et du coup agresser ce qui est derrière. Donc on a résisté en face avant, on n'a arrivé qu'à la moitié de l'épaisseur, mais par contre, on a une écaille qui est partie derrière. Et s'il y a quelqu'un derrière, il va prendre malheureusement l'écaille, elle va le toucher. Donc important de traiter aussi cette partie comportement de matériaux en fonction de la gamme de vitesse. Si on revient sur les aciers à haute limite élastique, on prend juste ce diagramme allongement total en fonction de la contrainte maximale du matériau. Et on va s'intéresser aux produits en fait, de ces deux grandeurs qui vont donner en gros la capacité élastique du matériau. Au départ, les aciers sur des aciers doux, et après des évolutions de ces aciers pour commencer à faire des aciers à plus haute tenue, on restait plus ou moins sur ce facteur de 10 000, donc la contrainte en MPa multipliée par l'allongement. Et on saturait un peu au niveau de ce facteur de 10 000. Il faut savoir que ces matériaux sont très utilisés dans le génie civil et aussi dans l'automobile. Et même si la défense a été moteur par rapport à ces matériaux-là, vu qu'ils utilisent l'automobile beaucoup plus d'acier, on va dire, que la défense, certaines innovations sont quand même venues à la défense, mais à un moment, il y a une logique de production. Donc, on est resté sur ce facteur de 10 000. Après, il a fallu quand même alléger les structures. Et il y a des nouveaux classes de matériaux qui sont apparus, donc matériaux HSS, on va dire avancés, des AHSS. Et là, les métallurgistes sont intervenus et on a commencé à travailler sur les phases des matériaux, des phases très complexes, des comportements matériaux différents qui, sous des formations, on va dire, acquis différents modes de rupture. Et là, on a multiplié par 2 ce pouvoir élastique. Très bien. Du coup, si on peut, à ISO comportement tenue élastique, et bien à ce moment-là, on met 2 fois moins de matière. Très bien, mais est-ce qu'on peut pas aller plus haut? Et là, les matérialistes ont continué à travailler. Ils ont réussi à tripler encore ce pouvoir élastique avec des super aciers, des aciers
inox austénitique, d'autres types d'acier. Mais là, on a des super aciers, on atteint 60 000, mais après, la notion coût est intervenue. Et on peut en faire, mais sur un véhicule complet, ça commence à revenir très cher. Et est apparu et continue à se développer d'autres nouvelles générations d'acier, et il y en aura encore demain et dans le futur. Hein. On va essayer de trouver le meilleur compromis entre le procédé, pour le produire en masse, avoir une bonne tenue mécanique. Et là, on est globalement autour d'un produit de 40 000. Donc, si on regarde par rapport au début, on était à 10 000. On a quand même 4 fois plus de puissance élastique sur, on va dire, les quelques décades d'évolution dans la métallurgie et l'application automobile et défense. Et la défense s'intéresse beaucoup à ce type d'acier. D'où l'étude qui nous a été demandée sur des aciers HSS qui ont un certain pouvoir élastique. Donc ces matériaux sont largement démocratisés, aussi bien dans ces structures que les HLE pour transport. Ils ont des comportements, des propriétés mécaniques. Si on parle des premières structures, on est autour de 200 MPa limité élastique, mais on montre quand même, je suis à 2 GPa sur des HSS, en quasi statique. Et c'est là qu'intervient la dynamique, dans notre cas. Et on se rend compte que certains matériaux sur ce graphique, c'est une contrainte normalisée, c'est-à-dire en fait le facteur qu'il y a entre le comportement en dynamique, la limite élastique en dynamique, on va dire, divisé par la limite élastique en quasi-statique. Et on se rend compte des aciers pas très nobles ou à bas niveau de carbone, pas très travaillés, quand on augmente en déformation élastique, ont un énorme pouvoir d'augmentation en dynamique. Et après, des aciers qui sont très hauts au départ n'ont pas forcément une grosse augmentation dynamique. Et il y a peut-être un compromis à trouver. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire et il faut absolument tenir compte de cet aspect dynamique dans la sélection des matériaux. Parce qu'un matériau qui peut être peut-être un peu moins résistant, en dynamique, il va montrer un pouvoir supérieur. Et pour pouvoir caractériser ces matériaux, on est obligé d'utiliser une méthode d'expertise adaptée, la building block approach que va décrire Paul juste après moi, pour vraiment caractériser les matériaux dans le bon régime de sollicitation. Oui, merci Jérôme. Donc en effet, si on vient nous solliciter dans le cadre d'une problématique d'expertise de comportement de matériaux, par exemple, on a des clients qui viennent nous voir puisqu'ils observent des ruptures anormales sur certains matériaux, ça peut être le cas d'un HSS. Hein. Et donc du coup, on utilise un certain nombre d'outils qu'on a à notre disposition dans notre société. Donc déjà, on prend en compte le cas d'étude qui est proposé par notre client. On utilise déjà l'expérience de nos collaborateurs dans la simulation et dans l'expertise de ces phénomènes-là. Bien sûr, on se repose énormément sur l'état de l'art, sur une analyse bibliographique qui nous permet d'appréhender un peu le comportement singulier que peuvent avoir les matériaux qu'on aura étudiés. On a recours, bien évidemment, à l'utilisation de modèles de comportement spécifiques. Donc, je reviendrai tout à l'heure, mais on a une grosse phase de sélection du modèle de comportement qui est adapté à la sollicitation que va subir le matériau. Bien sûr, on utilise énormément la simulation numérique à toutes les échelles. Ça peut aller du dimensionnement d'une manip, d'une configuration expérimentale pour vérifier que l'outillage est suffisamment robuste, par exemple. Pour définir un plan d'instrumentation, mais également pour aider à l'expertise. C'est-à-dire qu'on peut, via la simulation numérique, à condition d'avoir une simulation numérique suffisamment robuste, accéder à des grandeurs qu'on n'est pas capable d'obtenir expérimentalement. Et d'un point de vue expérimental, on a des moyens d'essai qui sont principalement basés sur des lanceurs de laboratoire et des barres d'Hopkinson qui nous permettent de faire des essais adaptés à la caractérisation du comportement du matériau dans la gamme de sollicitations qui va être amené à subir. Et ça avec l'aide de mesures adaptées que peuvent être des capteurs de pression, d'accéléromètre, de température, des systèmes de vélocimétrie hétérodyne qui nous permettent d'avoir des mesures temporelles de vitesse très, très résolues, mais également de la caméra rapide avec système de corrélation d'image 3D ou des rayons X, etc. Voilà. Tout ce qui est adapté, moyen de mesure adapté vraiment à la dynamique. Et donc, si on essaye de dérouler un peu l'approche qu'on propose, la BBA, donc c'est une approche qui combine
à la fois une investigation expérimentale et numérique. Tout ça pour arriver à expertiser les comportements du matériau. Donc on part du système complet, on essaie de faire une première analyse et de voir comment le matériau va travailler. Et donc ça, avec ce qu'on appelle une étude phénoménologique. Cette étude vise à principalement essayer de borner un peu le problème, c'est-à-dire qu'on vient simuler avec les outils dont on dispose les modèles de comportement peut-être un peu simples dans un premier temps, qui nous permettent de voir, ce matériau-là, dans le cadre de cette agression-là, il va voir, il va être sollicité dans telle gamme de vitesse de déformation. La température, on la connaît puisque c'est la température d'application. Tel type de sollicitation, est-ce que ça va être plus de la traction, de la compression, du cisaillement ou de la traction combinée avec du cisaillement, etc. Donc ça va nous permettre vraiment de borner l'étude en fonction de ce qu'on est capable de faire, en fonction de ce que le client demande, en fonction de son budget forcément. Et on va définir, suite à ça, un certain nombre d'éprouvettes qui vont nous permettre d'aller étudier finement le comportement du matériau en statique, certes, mais surtout en dynamique, dans différentes gammes de vitesse qu'on aura étudiées précédemment. Et ça va nous permettre de recaler, déjà de sélectionner peut-être un premier modèle de comportement, adapté au comportement qu'on aura observé expérimentalement, et de commencer à calibrer la partie élasticité, plasticité, voir l'effet de la vitesse de déformation sur le comportement et sur la rupture, de la température également, et également de caler un premier modèle d'endommagement et de rupture. Ensuite, on va aller vers des éléments de plus en plus complexes, peut-être commencer à regarder des éprouvettes un peu plus compliquées, ou commencer à faire des petits essais d'impact, etc., pour pouvoir, basé sur la sélection de lois matériaux qu'on aura fait, on choisir une qui sera la plus pertinente et d'ajuster ou alors d'enrichir les paramètres du modèle pour pouvoir faire en sorte que ce modèle soit le plus prédictible possible. Et enfin, une fois qu'on aura un modèle recalé, on va faire des essais d'impact qui seront dans des conditions au plus proches de la condition d'utilisation finale du matériau. Donc si par exemple on veut répondre à une agression d'un projectile type FSP sur un matériau de blindage, et on va se positionner expérimentalement dans des conditions similaires en termes de masse, de vitesse, d'énergie. Du coup, on va faire des essais très instrumentés qui vont nous permettre de vérifier que notre modèle qu'on a précédemment calé via les différentes étapes, que ce modèle il est prédictif et qui peut être utilisé par notre client pour simuler ce type d'agression. Voilà, donc je vais détailler un petit peu rapidement la partie analyse phénoménologique. Alors l'analyse phénoménologique, c'est vraiment une étape très importante au début de toute démarche de caractérisation de comportement et surtout en dynamique, puisque comme l'a présenté Jérôme, l'aspect dynamique est vraiment important à prendre en compte. Donc en fait, on regroupe les données d'entrée de notre client. On utilise bien sûr notre expérience en termes de simulation. On va dire que si on sait que le matériau, si l'agression c'est un impact balistique à telle vitesse, avec telle forme de projectile, on va déjà avoir une idée du type de modèle qu'on va vouloir utiliser. Donc on va prendre dans cette première étape un modèle qu'on connaît bien, avec des données issues de la littérature, si on n'en a pas à notre disposition. Et on va faire une première simulation préliminaire, et donc on va pouvoir voir, sur ce type d'agression-là, mon matériau, il va plutôt être sollicité dans son domaine élastique, dans ce cas-là, ça se passe plutôt bien, ou alors il va se déformer énormément jusqu'à rupture sous certaines conditions de chargement. Il va, quels vont être les modes de déformation? Est-ce qu'on va avoir plutôt un comportement isotrope, un comportement anisotrope ou orthotrope, les conditions de température, en termes de niveau de contrainte d'écoulement, est-ce qu'on est sur un matériau à très bas niveau d'écoulement, ou alors est-ce qu'au contraire on est sur un matériau haute unité élastique avec des contraintes qui peuvent monter jusqu'à 2 GPa par exemple. Et aussi et surtout, quelles sont les gammes de vitesse de déformation, puisqu'en fonction de la gamme de vitesse de déformation qu'on va observer sur cette première simulation, on va pouvoir choisir le bon outil expérimental qui va nous permettre de caractériser le comportement de ce matériau dans cette gamme de vitesse de déformation. Donc, par exemple, en dessous de
de 100 secondes moins 1, on va plutôt s'orienter vers un système qui nous permet de faire de la traction, de la compression en régime intermédiaire. En dessous, ce sera plutôt des essais qualitatiques. Et dès qu'on va dépasser les 100, 200 secondes moins 1, ben là, on arrive à un régime qui est totalement adapté aux essais au bar d'Hopkinson, par exemple. Ensuite, donc, sur l'étape suivante, c'est du coup, de choisir, une fois qu'on a caractérisé le matériau dans la bonne gamme de vitesse de déformation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de sélectionner les outils numériques, les modèles numériques qui nous permettent de reproduire au mieux ce comportement qu'on a observé expérimentalement. Donc, on peut, dans certains cas, avoir recours à une équation d'état. Alors, de manière assez simplifiée, l'équation d'état nous permet de mettre en évidence cet effet, que plus le matériau est comprimé et plus en effet il est dur de le comprimer. Une loi d'écoulement, alors ça je pense que tout le monde est assez familier avec cette notion-là. En gros, on regarde comment la contrainte va évoluer en fonction notamment de la déformation plastique, de la température et aussi de la vitesse de déformation. Donc ça c'est... en langage un peu simplifié, c'est plus c'est déformé, plus la contrainte augmente. Et également le modèle d'endommagement et de rupture. Donc ça, c'est va être comment va évoluer la déformation en rupture en fonction de ce qu'on appelle nous de ce qui est appelé communément la triaxialité, qui traduit en fait le type de chargement. Est-ce que c'est plutôt de la fraction, de la compression, du cisaillement ou de la combinaison de plusieurs modes. Et éventuellement, on peut prendre en compte, dans certains cas, une possibilité de mettre des répartitions de défauts aléatoires, ce qu'on appelle le stochastisme. Voilà pour l'approche BDA. Donc, Jérôme va vous détailler, va vous présenter un exemple d'application de cette méthode sur un matériau HSS qu'on a pu traiter dans notre laboratoire. Je te laisse la main, Jérôme. Comme Paul l'a précisé précédemment, donc, pour les simulations numériques, et en général, il y a 3 types de lois. Il y a l'équation d'état qu'on ne va pas voir dans le cadre du HSS. C'est-à-dire il n'y a pas trop aujourd'hui de dépendance, on ne tient pas forcément compte de la dépendance de cette partie d'équation d'état. En gros, pour nous, c'est le module Young qui ne varie pas beaucoup. On ne va pas chercher la variation de température, mais c'est surtout les deux grosses lois qui vont être traitées là, c'est la loi d'écoulement et la partie endommagement-rupture. Si on prend la loi d'écoulement, le modèle dont on entend le plus parler, qui est quand même très utilisé, et c'est quasiment le premier modèle qui est implanté dans les codes quand on parle de dynamique et d'effet température, c'est le modèle de type Johnson-Cook, classique, qui date des années 80, où on voit la formule. Vous verrez quelques formules, il ne faut pas s'attarder sur les formules, mais ça vous montre en fait la gamme. C'est que pour le modèle Johnson-Cook, c'est un modèle multiplicatif qui traite séparément l'écrouissage, la vitesse des formations et l'adoucissement thermique. L'avantage de ce modèle, il ne comporte que 5 constantes à caler pour reproduire au mieux la courbe d'écoulement d'un matériau en écrouissage, en vitesse des formations, en adoucissement thermique. C'est un modèle donc thermo-viscoplastique qui est le plus utilisé, mais le problème qu'il a, c'est qu'il montre une variation monotone et continue de chacun de ces phénomènes. Ce qui a été utilisé dans le cadre du HSS, parce qu'il ne montrait pas forcément une variation monotone dans chacune de ces grandeurs, c'est utiliser un modèle de type Johnson-Cook tabulé, qui a la place d'avoir les 5 constantes pour l'évolution de la contrainte d'écoulement. On utilise 2 réseaux de courbes qui déterminent la surface d'écoulement, contrainte en fonction de la déformation plastique, en fonction de la vitesse des formations d'un côté et de la température d'autre part. On prend une éprouvette, on trace la courbe contrainte, on récupère la courbe contrainte des formations d'un essai en essai quasi statique, là on voit à 10 puissance moins 3 par seconde, et on va faire des essais à, par exemple, 1 par seconde et 1000 par seconde, et on obtient l'évolution du matériau en fonction de la vitesse des formations. Dans le cas du Johnson-Cook, si on augmente la vitesse, c'est un log qui intervient, l'évolution va être continue et monotone. Par contre, si le matériau, au bout d'une certaine vitesse de déformation, n'augmente plus avec une Johnson-Cook, il y a un moment, on va surestimer la déformation alors qu'elle est sur un plateau. Alors à l'inverse, un qui va montrer une rupture d'un coup de la vitesse de déformation, on ne va pas reproduire avec le Johnson-Cook. Pareil pour la partie température. On fait des essais à température ambiante et puis après, on va chercher des essais en température
Et on va faire les essais surtout en adéquation avec, comme a dit Paul avant, avec l'analyse phénoménologique. C'est-à-dire si on a un matériau qui va travailler, on va dire, plutôt dans le grand nord, entre moins 60 et au maximum 20 degrés, ben on va essayer de le caler plutôt sur les parties basses de température. Par contre, si c'est un matériau, genre un VBL, ben, qui peut être amené d'aller un peu au froid et être amené dans le désert, et bien, on va chercher aussi des températures un peu élevées pour voir son évolution en température en quasi statique. Et après, on sait que quand on va faire une agression dynamique, et bien, on peut aussi générer la température par auto-échauffement. Donc, on a besoin de quelques points aussi à des températures plus élevées. Donc là, la différence entre les deux modèles sur la partie coulement, 5 constantes sont remplacées par des réseaux de courbes qui vont créer des surfaces, l'une en vitesse de déformation et l'autre en fonction de l'adoucissement thermique. Pour la partie modèle de rupture d'endommagement, la Paul a évoqué un peu la partie triaxialité. Bon, il y a aussi l'angle de l'aude. Ce qu'il faut savoir, c'est juste un changement de repère quand on parle de triaxialité. On parle de l'état de contrainte, mais bon, pour les petits rappels de mécanique pour les mécaniciens, au départ, on a des contraintes suivant 3 axes X, Y, Z de référence dimensionnelle de l'espace. On passe en contrainte principale, 1, 2, 3. Et quand on parle de triaxialité, en fait, on va juste changer de repère pour la description de l'état de contrainte. On passe à de la pression, qui est le premier invariant. Après, on a la triaxialité, qui fait intervenir la pression et la limite, la contrainte de von Mises. Et après, il y a l'angle de l'aude qui va nous permettre, à partir d'un point de contrainte en contrainte principale 1, 2, 3, avoir un point de contrainte dans un espace pression, triaxialité, angle de l'aude. C'est juste un changement de repère. Et en fonction de la triaxialité, si on prend par exemple le cas de la rupture, ben on peut très bien avoir un matériau où le seuil de rupture pour une déformation plastique, eh bien, il peut être constant, quelle que soit la triaxialité. C'est une première approche. Pour certains matériaux, c'est suffisant. Mais par contre, pour d'autres matériaux, si on prend juste une déformation constante, quel que soit le niveau de triaxialité, ce n'est pas suffisant parce qu'il s'avère que quand on va aller vers des chargements de triaxialité nulle, c'est-à-dire à quasiment que du cisaillement, vers de la traction simple et de l'écoulement biaxe, on peut avoir une chute de cette valeur limite à la rupture. Des formes de type exponentiel. Donc là, on voit l'expression de la partie de gestion de la triaxialité avec ici le sigma, la contrainte moyenne divisée par la contrainte équivalente. On voit des formes de type exponentiel avec une valeur constante qui est de 1 ici et une chute de cette déformation plastique à rupture en fonction de la triaxialité. Là, ça marche pour certains matériaux, ça marche un peu pour tous les matériaux, mais après, on est précis comme peut donner l'exponentiel. Et malheureusement, la façon dont on travaille les matériaux maintenant, ben on se rend compte qu'il y a certains phénomènes qui apparaissent, c'est des ruptures de comportement. Et du coup, il faudrait vraiment avoir une variation en fonction de la traxialité et quelque chose qui soit non monotone. Là, on a l'exemple avec qu'une seule bosse générée pour un matériau, mais il peut y avoir plusieurs bosses ou des comportements, des ruptures dans le comportement. Donc là, on est amené à traiter cette déformation en rupture, mais pas seulement avec une formule analytique, mais plutôt avec un peu, comme on a vu précédemment, avec des réseaux de courbes. Alors, pour placer un peu par rapport aux essais entre la triaxialité et l'angle de l'aude, là, vous avez un schéma sous les yeux qui montre en abscisse l'angle de l'aude, en ordonnée la triaxialité, et vous avez placé certaines éprouvettes qui donnent en fait le couple angle de l'aude et triaxialité. L'éprouvette de compression est ici, angle de l'aude à moins 1 et moins 0,33 pour la triaxialité. L'éprouvette de traction lisse est ici, donc de moins 0,33 passer à 0,33, mais par contre on est passé à l'angle de l'aude opposé à l'angle de l'aude de 1. Ici, tout ce qui est au milieu, tout ce qui est ici, pardon, en termes de triaxialité, on est sur du cisaillement pur. Et après, vous avez différents régimes, par exemple des éprouvettes de traction plate, on est plutôt dans cette gamme-là. Et en fonction de l'application et d'où l'importance de l'étude phénoménologique de savoir où est-ce qu'on se place, on va focaliser les essais dans la zone de triaxialité où est sollicité le matériau. Parce que c'est ce comportement qu'on cherche. Si pour un matériau, on travaille beaucoup en traction, mais par contre, la triaxialité évolue beaucoup, à ce moment-là, on va faire des essais avec, par exemple, des éprouvettes lisses ici, et on va faire varier, on voit toute cette zone-là, en fait. On part de l'éprouvette lisse et on va changer au fur et à mesure le rayon de l'éprouvette pour avoir un état de triaxialité différent et du coup, avoir des données à rupture à triaxialité en augmentant jusqu'à une triaxialité biaxiale
même en essai de traction, pour affiner le modèle dans les zones justement dans lesquelles le matériau est sollicité. Donc ça permet, on cible la zone avec l'étude phénoménologique et on va cibler les essais. Et ça permet d'avoir la déformation rupture définie par une surface 3D de déformation rupture qui est fonction de la trixialité et de l'angle de l'ode. Donc si on revient au modèle de Johnson-Cook, on va dire classique, donc la traxillité est traitée ici, on le voit ici. Et après, on peut aussi faire intervenir la vitesse de déformation et l'adoucissement thermique. Donc là, on voyait que pour la Johnson-Cook, on n'a que 5 constantes pour décrire la traxillité, la vitesse et l'adoucissement. Mais malheureusement, ça ne permet pas, ce qu'on a vu précédemment avec l'exponentielle, de traiter, par exemple, un comportement atypique à une certaine zone de traxillité. Et c'est là où ce modèle Johnson-Cook tabulé est intéressant, c'est qu'il permet en fait de donner tas de contraintes, comme on a dit précédemment, en fonction de la traxillité et l'angle de l'ode. À gauche, vous avez la vue 3D, on va dire, pour un matériau, traxillité sur cet axe, angle de l'ode ici en profondeur, et en partie azimut la déformation en rupture. Donc on voit en vue 3D, je vous parlais tout à l'heure de deux bosses, là on voit pour ce matériau-là. Et si on fait la vue de dessus, on voit qu'en fait, pour ce matériau-là, cette étude, il y a eu pas mal d'essais de fait un peu partout dans le domaine, parce qu'il voulait avoir vraiment balayé tout le domaine. Mais il n'est pas forcément nécessaire de balayer tout le domaine si notre zone d'étude elle est dédiée, par exemple, l'angle de l'ode, on n'est que on est que dans une certaine, par exemple sur de la traction, on va être surtout par là, et on va balayer suivant une seule direction, on va avoir un comportement, variation en fonction de la traxillité, et pas forcément de dépendance à l'angle de l'ode. Ça va dépendre vraiment de l'état de contrainte dans lequel est sollicitée la matière. Donc on va focaliser ces essais dans cette zone-là. Donc on a une surface 3D où on a la même valeur sur tous les angles de l'ode, par exemple, tout ça en fonction de la traxillité, et dans un second temps, c'est multiplié par 3 autres fonctions qu'on voit ici. Donc là, c'est la déformation en rupture. On avait l'état de contrainte ici. Mais tout comme pour la partie Johnson-Cook classique, on avait une partie dépendance à température. On peut rentrer une dépendance à température, mais avec les points comme on veut, avec une forme là. Il y a une forme ici avec une augmentation, avec, on va dire en gros en 3 pentes. Mais si le matériau montre un affaissement à un endroit et après une augmentation après, on rentre l'évolution, c'est en fonction des essais qu'on va faire en température et ce que ça va donner à chaque température. Après, il y a la partie vitesse de déformation. Il peut y avoir une perte au niveau de la déformation rupture en augmentant la vitesse de déformation. Et si on active un autre mode de déformation de rupture, on peut peut-être regagner un peu de déformation plastique plus haut. Donc là, on va rentrer vraiment la dépendance en multipliant par rapport à la surface précédente. Et ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est qu'il y a aussi, on peut introduire une correction des tailles d'éléments dans les simulations. Là, on voit l'exemple, par exemple, pour des tailles de maille entre 0,25 et 2 mm. Vous avez la vue en simulation pour la rupture. On va resimuler l'essai et en fait, on va corriger en fonction de la dimension caractéristique de l'élément pour obtenir la même valeur à rupture de l'éprouvette qu'on a eue pendant l'essai. Donc ça permet vraiment d'affiner. Et sur un modèle, les tailles d'éléments étant différentes en fonction des zones du modèle, on va retrouver un modèle qui est prédictif, aussi bien très proche d'une zone d'impact, où on va mettre beaucoup de petits éléments, par exemple, qu'un peu plus éloigné dans la structure. Donc un modèle relativement complexe, mais qui est alimenté par des essais dans les zones dédiées dans lesquelles le matériau est sollicité par rapport à l'application que l'on regarde. Donc dans le cadre du HSS, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire des essais standards. Donc on voit une vidéo de caméra rapide d'un essai de traction classique, où on voit la striction apparaître et la rupture. Mais on a fait aussi des chargements plus complexes. On a fait des essais quasi statiques de torsion pour avoir un cisaillement pur, mais aussi on a un banc de torsion dynamique. Donc là, on a associé le cisaillement et aussi la vitesse au cours de ces essais. Si on revient sur l'éprouvette de traction, on a fait des essais en éprouvette plate avec des usinages, on voit sur les côtés de ces éprouvettes plates. Là, ici, on a la vue CAO 3D. Et on a pu recaler les essais dans ces configurations-là avec un certain régime de trixialité. Donc, on a la contrainte en fonction des déformations, mais ça peut être aussi la déformation locale sur des éprouvettes plates, par exemple, vraiment à l'endroit de la striction, pour bien recaler le moment où s'amorce la localisation avec la striction.
Et on peut faire exactement le même travail avec des éprouvettes cylindriques. Donc là, on vient de toucher pas tout à fait le même angle de load, avec des gorges de dimensions différentes. Et là, avec la caméra rapide, on peut, par exemple, suivre l'évolution précise de la déformation au niveau de la striction, avec du suivi de points du tracking. On voit les points du tracking de la caméra rapide et la simulation en face pour recoller le modèle. Donc là, on a eu une petite batterie d'essai quand même en quasi-statique et en dynamique, focalisée sur la zone dans laquelle le matériau est sollicité, dans le cas du VBL, à la position que nous avait spécifiée donc, notre client. Donc là, on a calé le modèle. Et ensuite, on a mis en place un essai de validation assez proche, parce que malheureusement, on n'a pas d'explosif chez nous, donc on ne peut pas faire un essai de validation chez nous avec de l'explosif. On a trouvé un pendant avec de l'impact, avec des projectiles assez conséquents, mais qui permet de solliciter la plaque dans 3 gammes d'états de contraintes différents, et on retrouve un impacteur cylindrique à profil plat, à nez plat, un nez hémisphérique pour être proche d'un chargement biaxial, et avec une pointe pour activer les 3 modes de rupture différents au niveau de l'acier, et pour confirmer, pour valider la calibration du modèle HSS présenté précédemment. Donc là, vous avez l'exemple de mise en place, donc avec une correction d'image digitale à l'arrière, avec le cas de l'hémisphère en limite de perforation. Donc là, c'est la partie numérique, et en simulation, on retrouverait vraiment la déformation de cette plaque et la non-perforation du matériau. À droite, vous voyez dans le cas de la perforation les images brutes prises pour avoir la correction d'image en 3D. Donc là, cette fois avec perforation avec le projectile. Donc, pointe avec la pointe, c'est le projectile du bas. Et en bas à gauche, ici, vous avez la comparaison dans le cas du cylindre à profil plat, qui va générer du coup une rupture par cisaillement quasi pure de la plaque. Et dans les deux cas, on a généré du coup ce petit bouchon qu'on a vu précédemment de façon schématique. On a généré un disque, en fait, on est venu découper comme à l'emporte-pièce en fait la plaque, qui était une épaisseur conséquente avec une masse conséquente. Et grâce à toute cette instrumentation qui a été mise en place, le DIC, la caméra rapide et des mesures de vitesse, on a comparé du coup l'expérience et le recalage et la simulation numérique sur l'énergie cinétique consommée sur les cas des configurations perforantes. Dans le cas des non-perforations, simulation ne trouvait pas de perforation comme dans le cas de la manip. Et dans le cas des perforations, on a comparé l'énergie cinétique consommée, qui correspond à l'énergie cinétique résiduelle de l'impacteur une fois qu'il a traversé, divisée par l'énergie cinétique initiale introduite, donc la masse du projectile et sa vitesse. Vous avez la forme sur la première colonne, donc le plat, le conique et l'hémisphérique, la quantité d'énergie consommée donnée par l'essai, et après vous avez cette même valeur, ce même ratio avec la simulation. Et ce qu'on constate, c'est qu'avec la démarche qui a été mise en place via la BBA pour focaliser les essais par rapport à ce type d'agression, quand même avec des régimes de trixialité assez différents, hein, du cisaillement pur jusqu'au chargement biaxial, on a eu qu'un écart sur ces énergies consommées de seulement 5% dans les 3 configurations. Donc grâce à la BBA et à la façon aux essais qui ont été réalisés et à la juxtaposition en permanence essai et simulation, parce que chaque essai est resimulé les essais de caractérisation, on a calé le modèle HSS et du coup on a obtenu un très bon recalage inférieur à 5% entre ces essais tests et les simulations. Un très bon recalage du modèle. En termes de conclusion par rapport technique, par rapport à ce webinaire, donc on a pu vous présenter la stratégie d'expertise qui est utilisée chez nous pour calibrer les modèles de comportement en dynamique, qui allie simulation et expérience. Donc là, on a monté dans le cadre d'un HSS, mais on l'utilise aussi pour les autres matériaux, comme l'a précisé Paul précédemment. Donc la BBA, ça s'articule en 3 phases. L'étude phénoménologique pour vraiment définir l'état de contrainte, déformation, vitesse de déformation et température. Pour sélectionner d'une part la loi de comportement la mieux adaptée, équation d'état, écoulement et rupture, mais aussi pour bien cibler les essais qui sont faits pour pouvoir recaler ces lois de comportement. Donc ça va de l'essai standard jusqu'à des essais un peu mixtes, comme on l'a vu avec les essais de Bard-Hopkinson, avec les éprouvettes
à gorge ou éprouvette entaillée. Et ensuite, on a montré la pertinence, via des exemples concrets, donc dans ces cas de perforation, d'utiliser vraiment un moyen adapté avec la métrologie adaptée et de vérifier, vérifier avec la simulation numérique que le modèle est bien calé et que tout ceci se marie bien pour avoir un bon comportement de HSS après à livrer ensuite à notre client. Donc là, je vais repasser la main à Paul par rapport à l'ouverture de ce webinaire. Ce qu'il faut retenir. Merci Jérôme pour cette description d'un cas concret. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est que la méthode qu'on vous a présentée aujourd'hui, alors on l'a appliquée dans le cadre de cette étude à un matériau HSS, mais elle est applicable à n'importe quel type de matériau. Et normalement, elle doit vous permettre de pouvoir calibrer assez finement des modèles de comportement, à condition que les modèles de comportement qu'on utilise ou qu'on sélectionne soient bien sélectionnés en fonction du type de sollicitation et du mode de rupture que vous auriez observé dans un cas d'application similaire. Et ensuite, une fois que vous avez bien sélectionné votre modèle de comportement, il faut le calibrer via des essais de caractérisation ciblés dans la bonne gamme de sollicitations, que ce soit la température, la vitesse de déformation, le type de chargement, etc. Donc, c'est vraiment les trois points clés qu'il faut retenir. Et après, en fonction du type de sollicitation que vous pouvez avoir, on remet en bas les différents exemples de modes de rupture qu'on peut observer, par exemple, dans le cadre d'un impact balistique. Et ben, il faut, si vous voulez vraiment reproduire chacun de ces événements, il faut un modèle qui soit capable effectivement de les retranscrire. Et si vous savez par exemple que votre matériau ne verra jamais de décaillage, dans ce cas-là, on peut se concentrer vraiment sur la partie comportement-rupture, par exemple au sens de Johnson Cook. Après, si on veut aller investiguer des modes de rupture un peu plus complexes comme l'écaillage, eh ben, il faut choisir des modèles de comportement qui soient adaptés, et ça, il faut également l'outil numérique qui soit capable de les prendre en compte. Merci. Et donc, si on veut... je vais un peu loin. Bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ça, on dispense des formations via notre entité Shockfix Academy. Et on a une prochaine formation qui est prévue au mois d'avril, donc du 26 au 28 avril. La thématique est étroitement liée à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et celle-ci, donc impact balistique sur matériaux métalliques et calcul avec le logiciel Impetus FIA. Donc c'est une formation qui est en partenariat avec la société Impetus qui est basée à Toulouse, qui développe un code dont les spécificités sont surtout, qui se démarque par sa capacité à traiter des phénomènes fortement non linéaires avec énormément de grandes déformations. Donc c'est un code qui est typiquement très adapté pour traiter ces problématiques d'impact balistique. Et donc en gros, les grandes étapes de cette formation, c'est, on va vous présenter un peu le contexte, c'est-à-dire les enjeux majeurs liés à la balistique, c'est-à-dire qu'on va forcément aller plus loin que ce qu'on a pu faire aujourd'hui lors de ce webinaire. Et on va se focaliser sur vraiment 3 cas d'études, que sont la perforation, un mode de rupture par bande de cisaillement, et également l'écaillage. On va ensuite vous décrire les techniques expérimentales, donc bien plus en détail que ce qui a été fait ici, avec un fonctionnement détaillé d'un lanceur à gaz simple étage, quelles sont les précautions à prendre quand on le manipule, etc. Également un focus sur les méthodes de mesure, les moyens de mesure adaptés à la dynamique, donc capteur de vitesse, de déplacement, etc., avec une focalisation plus particulière sur la corrélation d'images numériques 3D, pardon. Ensuite, avec Jérôme Mimido d'Impetus, on vous présentera, on passera pas mal de temps sur les simulations numériques, on vous présentera les méthodes de résolution qui sont adaptées pour pouvoir traiter ces 3 cas d'études. On réalisera également un essai d'impact sur cible métallique, dans le cadre duquel on vous présentera la configuration, on fera l'essai ensemble, on mettra en place la mesure, et à la fin, on collectera les données, on analysera les données, et bien sûr, on passera beaucoup de temps sur la corrélation expérience-calcul,
Et on vérifiera que les méthodes qu'on a proposées et calibrées, et les modèles qu'on aura calibrés sont effectivement capables de retranscrire numériquement ce qu'on aura observé expérimentalement sur l'essai. Voilà un peu le sujet de la prochaine formation. Comme je vous disais, c'est très lié avec ce qu'on vient vous présenter, sauf qu'on ira bien plus dans le détail et qu'on vous expliquera ce qu'il est important de prendre en compte et surtout comment le prendre en compte numériquement et comment définir comment calibrer, choisir les bons moyens d'essai et les bons essais pour pouvoir bien calibrer ces modèles de comportement. Voilà, je pense qu'on a fini. Donc, si vous avez des questions, alors vous pouvez nous contacter via l'adresse email qui est disponible ici sur ce slide. Slide qui synthétise un peu, qui donne quelques exemples de ce qu'on est capable de faire dans notre laboratoire et dans notre PRD. Si vous avez des questions, encore une fois, je vous invite à les poser via le chat en activant bien le petit bouton avec la bulle et le point d'interrogation pour qu'elles soient prises en compte. Et donc, on va essayer d'ailleurs de commencer à répondre aux questions. Donc, il y en a 2 dans le chat. Alors. Voilà. Alors, une première question. Est-il possible d'obtenir une seule loi et un seul critère de rupture Johnson-Cook pouvant représenter tous les types de sollicitations du cas réel? Traction, compression, cisaillement, différentes vitesses de déformation pour les simulations. Alors, là, vas-y, si tu veux. Allez, j'avance. Alors, on a donné l'exemple ici d'un modèle de comportement type Johnson-Cook tabulé, c'est-à-dire qu'il va un peu plus loin que le modèle de Johnson-Cook classique, notamment sur la partie, comme le disait Jérôme, la partie dépendance à la triaxialité, qui permet de prendre en compte ces effets de chargement un peu complexes qui combinent différents types de chargements. Donc oui, sur le principe, une loi de type Jones-Cook et un modèle de rupture de type Jones-Cook peut répondre à des chargements assez complexes, on l'a montré. Par contre, il peut y avoir des cas où ça ne s'applique pas. Alors, vous donner un exemple comme ça, c'est pas forcément évident. On va dire que chaque type de sollicitation est différente et il faut faire au cas par cas, quoi. Et c'est là vraiment l'intérêt de la démarche et surtout de la première étape qui est l'analyse phénoménologique, c'est vraiment de regarder en détail quels sont les modes de rupture, quelles sont les vitesses, quels sont les types de chargement, est-ce qu'ils sont combinés, pour vérifier si un modèle de ce type-là peut convenir, ou alors s'il faut aller vers des modèles encore plus avancés. Je rajoute juste un petit point par rapport à ça, c'est si on revient... alors normalement, vous aurez les slides a posteriori, on va poster un PDF avec les slides. Si on regarde le modèle de rupture Johnson-Cook classique, c'est une exponentielle. Après, l'exponentielle, elle balaye tout le régime de triaxialité. Je vais un peu loin. Je voulais aller en fait à la partie déformation plate et... on peut très bien être dans un régime où il y a très peu de variation de la triaxialité, et à ce moment-là, le modèle classique suffit en fait. Et la seule question, c'est savoir à quel point je vais être précis dans mes simulations. C'est comme pour le modèle HSS, il est très bien, il donne la grande latitude. Mais si on voit un modèle qui est calé dans tous les angles de load, toutes les triaxialités, une gamme de vitesse de déformation avec 8 décades, les températures de moins 180 jusqu'à 800 degrés, effet de maillage entre 1 centième et 10 cm, là, c'est des programmes sur des années, en fait, parce qu'il y aura des centaines d'essais pour recaler le modèle. C'est juste un compromis, en fait. Jusqu'à combien je vais être précis, et c'est pour ça ce que disait Paul, c'est que le Johnson-Cook, c'est un modèle qui est très intéressant, mais peut-être qu'un autre modèle qui est plus simple, pas forcément basé que sur la déformation plastique à une valeur constante, peut faire le travail aussi. C'est vraiment un compromis, jusqu'à quel point je vais être précis, et combien j'investis en temps, en temps de manip, et du coup aussi financièrement pour pouvoir avoir ce modèle à ce pourcentage-là. C'était ce graphe que je voulais, mais bon, c'est... voilà.
Alors, une autre question. Alors, je souhaiterais savoir quel type de modèle à la rupture vous utilisez pour vos simulations numériques. Je pense qu'il n'y a pas de réponse générique. Non, parce que tu vas Paul, ou tu veux. Alors, on a montré juste, là, si on revient à la slide d'avant, c'est celle que je voulais montrer pour répondre à la question précédente. Il y a des cas où prendre une déformation rupture constante, une valeur constante, ça peut suffire. Parce que le matériau, peut-être, ne monte pas, à part bien sûr, bon, si on travaille beaucoup en traction et en autour de ça, déformation rupture constante peut suffire. Ça peut être aussi une valeur de contrainte maximale donnée. Il y a des matériaux, on va être à certains types de traction. Par contre, Paul parlait de l'écaillage. L'écaillage, il est gouverné par une tenue en dynamique en traction. Donc là, c'est un autre critère qui va intervenir. Mais des fois, la rupture, elle est gérée par un aspect multicritère. En gros, donc il n'y a pas beaucoup de modèles, et on va dire qu'on ne se referme pas sur certains modèles. Là, on a présenté dans le cas de HSS, c'est un Johnson Cook tabulé, mais ça peut être d'autres types de modèles de rupture. Et quasiment pas tous les jours, mais oui, si tous les jours, il y a des modèles de rupture qui apparaissent et les gens m'ont rajouté un coefficient, je tiens compte de cette partie en plus dans un modèle simple, je rajoute des couches en fait. Tout comme le modèle Johnson Cook dans l'autre comportement, il y a le modèle de base, et il y en a qui ont rajouté des termes sur la partie vitesse pour tenir compte de certains effets ou certaines dépendances, pour essayer de reproduire au mieux de façon analytique le comportement dynamique. Alors, une troisième et dernière question. Existe-t-il des limitations sur les matériaux testés par rapport à leur interaction avec les outillages et dispositifs d'essai mécanique? Alors, il y a limitation. Il peut y avoir la nature du matériau. Si c'est un matériau qui aime bien réagir fortement quand on le sollicite, il y a peut-être des essais qu'on ne fera pas. Parce qu'on va se limiter pour le faire. Après, ça peut être en termes de niveau de contrainte. Et en fait, c'est la capacité machine qui va nous dicter un peu la dimension de l'éprouvette. Mais en fonction de la dimension de l'éprouvette, des fois, on ne peut pas trop réduire la dimension de l'éprouvette parce qu'après, on n'est plus représentatif du matériau qu'on va étudier. Par exemple, si on a une tôle d'épaisseur 50 mm, on ne va pas pouvoir tirer une éprouvette de traction de 50 mm si c'est un acier à blindage. A contrario, ce qu'on a chez nous, on a l'avantage, on n'en a pas trop parlé là parce qu'on ne l'a pas utilisé dans ce cas de cette étude. On a une contrainte, on a une machine de traction dynamique, une presse dynamique, qui peut exercer jusqu'à 500 temps dans 3 millisecondes. Alors là, ça ne parle pas comme ça, les valeurs lâchées comme ça, mais c'est une presse qui a la capacité, une très forte capacité en termes d'effort, et qui peut permettre d'atteindre des vitesses de déformation. On n'est pas dans les grandes vitesses de déformation à 10 puissance 3, mais on est un peu sur la traction intermédiaire. Donc, et tout ça, les interactions, il y a un compromis. Avoir le matériau ou une tôle de 50 mm, on va peut-être faire regarder s'il y a un effet épaisseur, par exemple. On va faire des essais avec différentes éprouvettes d'épaisseur, soit 5, soit 10 mm, en fonction des capacités machine. Et du coup, les outillages, c'est pareil, il faut qu'ils résistent aussi aux contraintes qui sont imposées par l'éprouvette et par le matériau. Et c'est pour ça que Paul l'a mentionné, alors, je pense que si jamais ça vous a échappé, c'est que quasiment toutes les configurations expérimentales sont regardées d'abord en numérique pour tenir compte de la tenue, déjà si on fait bien le mode de sollicitation sur l'éprouvette que l'on souhaite, et en plus la tenue de l'outillage, parce que pour voir qu'il soit assez raide ou assez raide pour faire l'expérience, l'essai ou l'expérience qu'on veut faire dans le cas d'un impact par exemple biaxe, et surtout qu'on mette la métrologie adéquate en face. Et si jamais, parce que considérer qu'un outillage est indéformable, ça c'est illusoire, mais par contre on peut tenir compte de la déformation de cet outillage. Et ça on le fait de façon assez courante, vu que étant donné qu'on simule les essais qu'on fait, aussi bien sur des essais standards sur éprouvette que les essais après de type validation, comme on a pu le voir sur l'essai de validation avec des impacteurs lourds à grosse énergie cinétique,
où la plaque est clampée, à ce moment-là, on tient compte de tous les phénomènes sur cet essai-là, pour ne pas polluer la caractéristique du matériau. Ok. Public. Tu as quoi en public? Il y a deux. Ah oui, dernière question. Concernant le HSS, vous êtes-vous intéressé à l'aspect macroscopique? Alors, je suppose que c'est microscopique plutôt de ce matériau, notamment au niveau des dislocations, etc. Pour mieux le caractériser. Tu veux répondre, Paul? C'est pas le spécialiste. Non, franchement, non. On ne l'a pas regardé. Alors, on le voit un peu sur les. Bon, j'ai tiré des exemples d'une publication pour les aciers à haute limite élastique. On va pas se le cacher, on n'a pas un laboratoire dédié métallurgie dans notre entreprise. Par contre, on peut en parler. On ne va pas développer de nouvelles nuances, mais néanmoins, c'est clair que quel que soit le matériau, à un moment donné, ça se passe à ces échelles-là. Tout ce qu'on fait, c'est avec les modèles analytiques type Johnson-Cook ou par la simulation, en fait, on va avoir le comportement à l'échelle macro, une loi de comportement à l'échelle macro, mais ça se passe bien sûr à l'échelle inférieure. Donc, pour répondre, non, on ne l'a pas regardé pour le HSS, mais dans le cadre de certains programmes de recherche dans lesquels on est impliqué, notamment Paul a parlé d'un programme de recherche sur la déformation plastique dynamique. On va justement on cherche à augmenter les caractéristiques de certains matériaux par déformation plastique dynamique. À ce moment-là, on s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la microstructure et essayer de relier tout ça. Alors, peut-être pas, et on ne sait pas aller jusqu'à un modèle de comportement spécifique qui en tienne compte, mais parce que traiter tous ces phénomènes à l'échelle microscopique, après, c'est des capacités de calcul énormes, ou alors il faut développer des modèles, et c'est pas qu'on va se l'empêcher, mais à un moment, il faut trouver le bon compromis. Donc, on ne l'a pas regardé pour le HSS, mais dans certains cas, on peut le regarder, et notamment dans le cadre des programmes collaboratifs. Non, je pense que c'était la dernière question. On a quelqu'un qui a écrit, on va attendre quelques instants. Ok, merci. Bon, on vous remercie tous pour votre participation, en espérant que vous avez appris les choses. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre adresse email. On vous partagera également les slides de cette présentation. Et voilà, restez connectés. On essaiera de maintenir un peu une dynamique sur ces webinaires et de garder une fréquence assez élevée pour vous présenter toujours de nouvelles choses. N'hésitez pas à nous contacter, soit sur l'adresse générique ou Paul ou moi-même, même si ça paraît un peu en dehors, on essaie d'ouvrir le spectre un peu de ce qu'on faisait, mais n'hésitez pas à vous promener, à balayer les différentes activités qu'on a pu faire, soit sur le site ou même si vous avez un sujet qui vous paraît intéressant par rapport à ce qu'on a présenté, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Allez, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.